Virginie Rosière, directrice du numérique du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Bonsoir, Wojtek Jamka, moi je suis l'un des fondateurs de Webatrio, qui est une ESN. Pour me présenter de mon côté, moi c'est Maximilien Vetter, je suis team leader au sein du cabinet de recrutement CIOS. Cabinet de recrutement originaire sur Nantes, on intervient maintenant sur toute la France et également à l'international. Enchanté de faire votre connaissance. Du coup, avant toute chose, je pense qu'il faudrait définir selon vous qu'est-ce que c'est être le leader européen de la tech. Qu'est-ce que vous ressentez pour vous, qu'est-ce qu'une ville qui est capitale européenne de la tech a besoin? Alors déjà d'acteurs de la tech, c'est-à-dire forcément on est dans un super endroit ici, donc de start-up, de subventions publiques mais privées aussi, qui permettent à des acteurs de la tech de se... Puis quelques bonnes 5-10 ans, on a quand même un mouvement de la French Tech, un mouvement de financement public, un mouvement donc du coup d'écoles et d'incubateurs qui permettent à l'émergence des licornes et qui du coup représentent quand même Paris à l'échelle nationale et internationale d'une manière très intéressante. Oui, nous, en fait, on est intéressé par toutes les dimensions de l'attractivité d'une place du numérique comme la place de Paris. Déjà, comme tous les acteurs employeurs présents ici, nous sommes des recruteurs, des employeurs. Donc, avoir des personnes qui sont motivées pour venir travailler dans la tech, dans toutes ces dimensions, qui ont les compétences, la formation et l'envie, c'est extrêmement important pour nous tous. Mais aussi en tant que, on va dire, employeur public et donneur d'ordre public sur les questions numériques, on est aussi consommateur des services que peuvent apporter tous les acteurs de la tech, que ce soit les startups, on en parlait même en préparant cette table ronde, les ESN, les services de cabinet de recrutement qui nous aident à trouver les talents dont nous avons besoin. Donc on a vraiment, de notre point de vue, besoin que toutes ces composantes-là soient les plus vivantes et florissantes possibles. Puis vous avez parlé aussi de tout l'écosystème de formation. Et on a la chance effectivement d'avoir sur Paris quand même un certain nombre d'écoles sur à peu près la totalité des métiers, des secteurs qui permet d'avoir une formation permanente de talents dont on a besoin. Complètement, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est vrai que les écoles, ça permet notamment de former des nouveaux talents. Je crois qu'il est temps. Ouais, il est temps. N'appuyez pas sur le bouton. N'appuie pas sur le bouton. Ok. Comme le disait Virginie. Virginie, comme le disait Virginie, je suis d'accord avec elle. C'est important d'avoir des écoles tout simplement qui peuvent former les nouveaux talents de demain. Plusieurs écoles attractives, mais également des centres de recherche, des centres de formation, notamment l'université Pierre-Marie Curie. On a également l'école normale supérieure. On va dire, ces établissements permettent de former tout simplement les talents de demain. Donc c'est important de pouvoir vous accompagner au mieux, justement, pour continuer tout simplement à pérenniser après et développer l'attractivité de Paris. Non, ce qui est important, c'est que tous ces talents qui sortent de ces très très bonnes écoles à l'échelle européenne, il faut qu'ils trouvent aussi des projets, des entreprises à la hauteur de leurs compétences. Et c'est là où on peut définir que Paris est quand même très très bien positionné en Europe, c'est qu'en fait on a tout un écosystème, que ce soit des startups, des PME, des grands groupes et les entreprises qui gravitent autour, alors des ESN, des cabinets de recrutement, qui permettent à tous ces profils-là de trouver des super jobs, que ce soit alors, évidemment dans l'IA aujourd'hui, mais pas que, dans le cloud, on a plein de licornes qui sortent, et ça prouve qu'on est capable de proposer à Paris un écosystème qui répond aux besoins de ces personnes qui sont genre de ces jeunes sortis d'école qui cherchent des projets passionnants qui vont indirectement ou directement changer le monde de demain. Du coup, vous parliez de licornes, on en a 28 en France actuellement, donc on peut en citer Doctolib, Alan, etc. Comment ces entreprises arrivent à se démarquer dans ce marché si concurrentiel, que ce soit européen, mondial? Qu'est-ce qu'elles font pour attirer les profils? Comment vous fonctionnez pour attirer des profils intéressants? Il faudra leur demander, mais déjà ils ont des projets intéressants. C'est-à-dire que nous, je vais prendre par exemple Ledger, qui est plus facile peut-être à imaginer. Donc Ledger, c'est le leader mondial finalement du stockage de crypto-monnaies.
comment ils se distinguent en proposant un projet passionnant à l'ensemble des personnes qui peuvent travailler pour eux. C'est-à-dire c'est l'acteur principal dans le monde aujourd'hui qui travaille donc sur la blockchain et notamment sur les crypto-monnaies. Donc c'est comme ça qu'on attire les talents, c'est comme ça qu'on dit venez travailler chez moi parce qu'on a des projets très innovants et très passionnants. Et évidemment, indirectement, nous on a des projets en tant qu'OSN, on a des projets pour des acteurs comme eux. Et donc évidemment, on propose aussi lors de nos embauches ce style de projet pour travailler sur des projets passionnants. Avec en prime, alors quand on travaille dans une ESN, quand on est consultant, on ne reste pas sur le même projet pendant 5 ans. Alors, comme je le dis toujours, si on reste 5 ans sur le même projet dans une ESN, autant aller directement travailler chez le client, parce que dans ce cas, il n'y a pas d'intérêt à être consultant. Et l'intérêt, c'est de changer tous les ans, tous les 2 ans, après chacun son rythme. Hein. Et on a à chaque fois tout un panel de projets, que ce soit pour des startups, pour des agences gouvernementales ou pour des PME, qui sont très très intéressants. Mais ça tombe bien parce que les clients embauchent aussi, donc c'est ça le point positif. Aujourd'hui, alors je vais parler pour le secteur que je connais mieux et que je représente. Alors on est 2 recruteurs publics aujourd'hui sur le salon. Il y a la DIRESI, donc le ministère des Armées, et le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Mais aujourd'hui, on assiste dans la sphère publique à un mouvement de réinvestissement du numérique et de réarmement, pour prendre ces termes-là, du numérique, avec le constat que dans un monde qui devient quand même de plus en plus incertain et de plus en plus source de risques, la puissance publique a besoin de se redonner les moyens de maîtriser ces outils numériques et de garantir sa souveraineté. Ce qui fait que c'est aussi une raison de notre présence ce soir. On a aujourd'hui un secteur numérique public qui recrute énormément et dans une diversité de profils, puisque là où on externalisait beaucoup de choses jusqu'à présent, on souhaite redisposer de ces compétences à l'intérieur de nos organisations. Donc, pour ce qui nous concerne, on maîtrise complètement le réseau mondial qui relie, par exemple, les ambassades dans le monde. Donc, ce qui veut dire qu'on a besoin de ces compétences d'ingénieur réseau. On est très exposé sur le plan du risque cyber. Donc, on se renforce aussi énormément sur le domaine de la cybersécurité. Et puis, on est en pleine transformation numérique avec la nécessité de maîtriser les technologies plus ou moins innovantes, mais en tout cas qui sont là et qui sont des leviers de transformation numérique. Je pense au cloud, je pense à la maîtrise de la data, à l'IA, et puis ensuite la capacité à conduire des projets de transformation. Donc vous voyez, c'est vraiment toute une diversité de métiers pour lesquels nous on recrutons, et puis aussi pour lesquels on a recours au service des acteurs du numérique, donc pour lesquels on tire aussi un besoin de ressources humaines et de talents pour répondre à tous ces projets-là. Et je rebondis là-dessus, en effet, et le fait que des grandes agences gouvernementales, des grands groupes du CAC 40 aussi, parce que quand même, à l'échelle, alors j'ai pas les chiffres, mais à l'échelle des recrutements tech à Paris, c'est pas les startups qui représentent le plus de recrutement, c'est quand même les agences gouvernementales, les groupes du genre, les grands groupes du CAC 40, le SBF 120, etc. Et le fait qu'il y ait une politique, notamment chez vous, de se dire, ok, entre guillemets, on en a un peu marre d'utiliser les services américains, et ben ça force et ça permet de créer aussi un marché. On peut citer OVH Cloud qui se dit tiens, puisqu'il y a un marché pour moi et si je suis français, j'aurai des projets garantis entre guillemets, et ben ça leur permet de se développer et évidemment ça leur demande de recruter tout un ensemble de personnes qualifiées pour réaliser ces projets. Et ensuite on travaille tous ensemble, que ça soit en prestation, en interne chez vous, etc., mais pour former ces profils, pour les faire évoluer d'un projet à l'autre, pour à la fin aboutir. Et c'est ça qui montre que Paris est quand même très dynamique. La France à l'échelle, mais c'est vrai que Paris, à Paris, c'est quand même, je crois, une très très grande majorité de groupes du CAC 40 qui ont leur siège à Paris, et donc des équipes IT énormes. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre que Airbus à Toulouse qui a un siège ailleurs, mais voilà, donc c'est sûr que Paris là-dessus a un très très grand avantage, et notamment par la centralisation. Alors la centralisation n'est pas toujours positive, mais en tout cas pour le fait d'avoir une grosse ville centralisée avec toutes les grandes entreprises françaises localisées, ça permet aussi de faire un écosystème tech très très passionnant et dynamique. Du coup, on a pu parler de tous ces projets qui ont l'air vraiment très sympathiques, mais je pense que vous faites quand même face à certains défis, notamment dans le recrutement. Comment vous vous en sortez face à ces défis qu'il peut y avoir sur le marché parisien, qu'au final, même malgré la centralisation, il y a un manque de recrutement à combler? Non, je ne sais pas, peut-être que le recruteur a des choses à nous dire.
Enfin, vous parlez. Il n'y a plus de micro. C'est bon. Vous pouvez répéter la question ou pas? C'est quoi les défis auxquels vous faites face? Ouais, bah alors il y a énormément de difficultés aujourd'hui, hein. L'idée c'est toujours de trouver, on va dire, le bon profil, on va dire, pour le client, répondre au mieux à ses besoins, être le plus pertinent possible. Il y a toujours des disparités. On sait qu'aujourd'hui c'est très très compliqué de trouver, on va dire, les bons profils. C'est vrai que vous êtes énormément sur le marché. Il y a énormément d'opportunités également derrière. C'est vrai qu'aujourd'hui on est dans un consensus où on est en train de rééquilibrer un petit peu le marché. Il y avait, c'est vrai, on va dire, quelques problématiques dues au Covid, où il y avait vraiment une tendance, une pénurie sur le marché. Aujourd'hui, on est sur un marché qui revient de plus en plus à la norme. Mais c'est vrai qu'il y a toujours des difficultés parce que aujourd'hui, c'est des métiers qui sont très, très, on va dire, compliqués et surtout, on va dire, des profils qui sont pas faciles à trouver. Donc, tout ce qu'on fait aujourd'hui, comme acteur, c'est vraiment de mettre en place, on va dire, également des accompagnements et du suivi pour vous trouver, on va dire, les besoins que vous recherchez le plus. Mais c'est vrai qu'il y a des secteurs qui sont un petit peu plus en difficulté, notamment dans la data, où c'est vrai qu'il y a une vraie pénurie derrière. Donc c'est vrai que de plus en plus de profils se tournent vers ce type de domaine-là. Donc c'est vrai que voilà, aujourd'hui on est un petit peu en difficulté, mais l'idée c'est toujours de trouver, on va dire, trouver le meilleur besoin au profil, quoi. Oui, alors effectivement, en plus, côté employeur public, on a une difficulté particulière, parce qu'on a des règles particulières sur les conditions d'emploi des agents qui travaillent dans nos organisations. Donc vous avez on a des filières on va dire, d'agents publics, donc avec des concours qui sont pas forcément, enfin voilà, qui sont régulièrement ouvertes. C'est une filière qui présente l'intérêt, on va dire, de proposer des parcours de carrière dans le temps long dans la même organisation. Et puis nous, ministère des Affaires étrangères, on a cette particularité qu'on propose aussi, y compris dans les métiers du numérique, des emplois à l'étranger, puisqu'on est obligé d'assurer un maillage sur... c'est notre mission première, donc assurer ce maillage partout sur la surface du globe. On a plus de 200 implantations aujourd'hui partout dans le monde, ce qui nous donne aussi la possibilité, sur certaines activités, de pouvoir les répartir pour garantir la continuité 24/7 de certaines de nos activités. Et puis, on est aussi sur des compétences pointues, sur des besoins, sur des technologies ou des profils émergents ou sur lesquels on a besoin d'avoir recours à des talents. Là, on propose un emploi par voie contractuelle, donc c'est on va dire le plus fréquent pour employer dans le secteur public. Et c'est vrai qu'on se retrouve en concurrence avec des employeurs privés. Mais de plus en plus, aujourd'hui, les employeurs publics s'alignent au maximum sur les conditions d'emploi. Et puis, on a quand même donc, sur le plan des conditions matérielles, on commence à être aussi compétitif, on va dire, que des employeurs privés. Et puis, moi, si je suis au ministère des Affaires étrangères, c'est aussi parce que je trouve que les missions qu'on peut trouver dans le secteur public sont passionnantes. Ce sont des missions régaliennes. Vous concourez quand même à des missions essentielles de la France au quotidien. C'est une taille de projet, une taille de défi qu'on peut retrouver effectivement dans certains grands groupes, mais que vous pouvez aussi trouver de manière assez unique dans le secteur public. Donc voilà, l'intérêt de la mission, l'intérêt des projets, aussi la diversité des organisations que vous pouvez trouver, c'est aussi, à mon sens, un facteur d'attractivité qui mérite d'être regardé de près. Alors, moi, je suis un ancien tech. Alors maintenant, j'ai créé Webatrio et j'ai plus trop le temps de coder, mais moi, ça m'aurait vraiment plu. Et en fait, il y a ces projets intéressants, on a un peu discuté, qui sont là, que ce soit pour des startups, pour des agences gouvernementales ou pour des grands groupes. Mais il y a aussi la qualité de vie hors du travail. Donc c'est déjà créer du sens dans le travail. Pourquoi je travaille ? Voilà, je reprends cet exemple. Je travaille pour sécuriser les échanges entre les ambassades. Il y a quand même un sens derrière ça.
Et en plus, où est-ce que je travaille? Bon, bah, en France, malgré tout, on continue d'avoir un peu de télétravail. Bon, j'espère que vous en faites un peu aussi. Et on est dans une ville quand même qui est belle. Paris, c'est une très belle ville. Comme je le dis parfois, l'une des plus belles villes du monde. Et ça permet d'attirer tout un ensemble de talents qui viennent d'autres régions où c'est peut-être le climat est peut-être un peu moins sympa, la nourriture est peut-être un peu moins sympa. Et aussi cette capacité à se poser les questions, à se dire, OK, mais en fait, pourquoi on travaille, c'est quoi le sens du travail, comment mettre en place des conditions de travail qui sont, comme on dit, on a notre logo qui dit bienveillance égale excellence, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on se dit, c'est parce qu'on met des personnes dans des conditions de travail idéales qu'elles vont être capables de produire le mieux possible. Alors évidemment, en tant qu'ESN, on travaille pour des clients, donc on s'adapte à leur philosophie, à leur manière de faire, mais on travaille ensemble pour créer les conditions de travail les meilleurs possibles. Et ça aussi, c'est ça qui crée l'attractivité de Paris, parce que quand même, à l'étranger, alors moi je suis né en Pologne, et Paris, c'est toujours une ville qui fait rêver, qu'on soit à New York, qu'on soit à Shanghai ou qu'on soit à Varsovie. Ouais, effectivement, je pense que si on est tous là, c'est quand même qu'on apprécie la ville dans laquelle on se trouve. Et puis c'est vrai, vous avez raison de souligner que les conditions de travail, l'atmosphère de travail, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Et aujourd'hui, effectivement, sur les questions comme le télétravail, le cadre de vie au travail sont des dimensions qu'on prend au maximum en compte. Vraiment, sur le télétravail, c'est pas un sujet. Et sur les conditions de vie au travail, c'est un point sur lequel on est plutôt pas mauvais, mais on a encore des marges de progrès. Et aujourd'hui, c'est un des axes de transformation du numérique, en tout cas au ministère des Affaires étrangères. Et puis j'ajouterais que, vous parliez d'intérêt de la mission, on est dans le secteur public sur vraiment un moment de la transformation, mais qui est un petit peu particulier. Je vous parlais de souveraineté, je vous parlais de volonté de maîtrise et d'internalisation des compétences, mais on est aussi dans un moment de transformation des organisations. Et donc, pour des personnes qui ont envie de s'investir dans des projets vraiment transformants, pour créer quelque chose de nouveau, on a aussi beaucoup d'opportunités et on est en attente de cet engagement et ce type d'enthousiasme-là aussi. Du coup, on parlait du coup de cette attractivité, de projets innovants, etc. Là, on est à Station F, qui est quand même le plus grand campus à start-up européen, avec environ 1000 startups qui sont incubées. Est-ce que pour vous, on peut dire que Station F, c'est le cœur de l'innovation parisien, ou il y a quand même d'autres lieux dans Paris qui peuvent concurrencer? Alors ça, n'étant pas une assidue de Station F, je ne me prononcerai pas sur le sujet. Je laisserai mes acolytes répondre plutôt sur cette question. C'est vrai que parmi nos clients, il y a certaines startups qui ont été peut-être à Station F avant. C'est vrai que nous, on accompagne des clients qui ont déjà levé des fonds et qui ont déjà leurs propres locaux, parce que pour faire appel à de la prestation et avoir besoin de projets suffisamment gros pour faire appel à des ESN, on a besoin de financement. Mais en tout cas, c'est sûr que Station F est l'un des, pas le seul, comme toujours, mais l'un des cœurs de l'innovation à Paris. Et c'est vrai que dès qu'on parle de start-up, Station F revient très souvent. Oui, je parlais justement de transformation numérique. Alors je ne sais pas si ce sera Station F ou ailleurs, mais ce qui est certain, c'est que aujourd'hui, dans justement la recherche de solutions, on va dire de confiance pour nous, on a sur tous les domaines de l'innovation, je pense à l'intelligence artificielle, tout ce qu'on peut faire aussi sur la data, on a besoin, nous, d'avoir un écosystème de start-up qui soit extrêmement riche, parce qu'on est en recherche justement de solutions innovantes qui ne nous mettent pas dans les mains d'autres places du numérique qui sont elles aussi florissantes. Je pense en particulier aux États-Unis et aux solutions alors qui ne sont pas forcément aujourd'hui des solutions de start-up, parce qu'elles sont drivées beaucoup par les géants du numérique, mais on voit très régulièrement émerger des solutions, des propositions de l'innovation de la part de l'écosystème start-upien parisien. Et pour nous, c'est un besoin vital, parce qu'on a besoin justement de pouvoir explorer ce champ de l'innovation. On n'a pas forcément la capacité à le porter par nous-mêmes, mais on est très à l'écoute de ce que peut nous apporter cet écosystème-là pour nouer des partenariats, tester ensemble des solutions et accompagner ce qui, je pense, est la difficulté sur l'écosystème des startups, c'est le passage à l'échelle et la capacité à trouver des débouchés et à grandir sans risquer, on va dire, une perte de contrôle sur la trajectoire de croissance. Et là-dessus, c'est des choses sur lesquelles nous, on est très en demande, d'une part, d'avoir cette émergence très riche, très foisonnante d'un écosystème de start-up, mais aussi de pouvoir travailler dans la durée sur la croissance des start-up. Alors
Alors oui, je rebondis sur ce qu'ils viennent de dire, mais en effet, la Station F est vraiment le plus grand campus de start-up sur Paris, mais il ne faut pas oublier également qu'il y a Paris & Co, qui est l'agence de développement économique et d'innovation de Paris, qui gère plusieurs également incubateurs de start-up. Donc c'est vrai que c'est très important d'avoir ces deux environnements-là et ces deux écosystèmes qui vont permettre d'optimiser l'attractivité de Paris, mais également il faut mettre en avant les différentes initiatives gouvernementales avec la French Tech, que ce soit la Next 40 ou la French Tech 120. Également parler de la France 2030, qui est une des initiatives, on va dire, gouvernementales, notamment de notre cher président Macron, qui a vraiment mis ça en place pour justement optimiser des secteurs qui sont très porteurs comme l'intelligence artificielle, mais également l'IoT, donc l'Internet des objets, et puis bien entendu la cybersécurité. Donc voilà, il y a également BPI France, qui mettent également d'éléments justement pour optimiser tous ces facteurs-là. Et puis après, la French Tech Visa également, qu'il faut bien mettre en avant. C'est vrai que c'est une initiative qui va permettre tout simplement de favoriser l'employabilité de certains talents étrangers, de pouvoir faire en sorte qu'ils puissent s'insérer, on va dire, en France de la meilleure manière, de la meilleure des façons. Donc vraiment souligner ces aspects-là, parce que c'est vrai que c'est important que les initiatives gouvernementales continuent d'être actées pour continuer, on va dire, à faciliter l'insertion des jeunes talents en France. Oui, puis si vous avez envie d'être dans une dynamique de start-up, mais aussi attaché à l'intérêt général et aux missions de service public, il y a aussi alors c'est pas la Station F, hein, c'est un peu partout dans les ministères, mais vous avez aujourd'hui un réseau d'incubateurs de start-up d'État qui existe. Le ministère des Affaires étrangères a son incubateur aussi. Elle va d'ailleurs lancer une nouvelle vague pour appel à idées, pour que des agents demain deviennent des intrapreneurs, mais aussi pour que il y a aussi une demande pour que pouvoir accompagner justement ces agents du ministère dans la mise en œuvre concrète de leurs idées au travers de start-up d'État. Donc voilà, il n'y a pas que Station F pour avoir des start-up. Aussi, vous en trouverez dans les différentes organisations publiques. Ouais, c'est vrai qu'on parlait un peu de financement. De toute façon, moi, je suis persuadé que les startups d'aujourd'hui en France feront le rayonnement de la France dans 10 ans, 15 ans, 20 ans. Je veux dire, aujourd'hui, les grands groupes américains rayonnant dans le monde entier, ils se sont créés il y a 20 ans, ils ont été financés. Alors, il y a une première marche qui a été bien remplie, c'est celle de BPI France, de la French Tech, pour commencer à financer les premières étapes de ces startups qui deviennent des licornes et qui commencent à rayonner sur le marché européen au moins et parfois mondial. Le défi, ça va être de créer la deuxième marche, parce que des financements uniquement publics ne peuvent pas subventionner des besoins qui sont de plus en plus grands. Et l'exemple américain est quand même là, c'est que eux, même pour passer à la deuxième ou la troisième marche, les startups les plus prometteuses continuent à être financées massivement par des entreprises privées ou par des particuliers même, pour justement passer 5 ans, 10 ans à perdre des centaines de millions pour, au bout de la 11e année, gagner des milliards et aussi permettre, en l'occurrence, aux États-Unis de réunir au monde entier. Donc c'est peut-être ça le challenge un peu pour passer ces marches 2 et 3. Soyons déjà contents qu'il y ait la première marche, elle marche bien. Et comment on fait pour passer sur les étapes suivantes? Du coup, pour passer aux étapes suivantes, je me demandais justement, parce qu'on a eu Vivatech qui était quand même qui a battu le CES Las Vegas, avec des grands noms qui étaient présents, tels que Musk, le CEO de PayPal, notre président et d'autres personnes. Est-ce qu'au final, ce serait pas ça la marche à passer, mettre beaucoup plus en avant les startups françaises pour qu'elles se fassent financer comme ça pourrait l'être aux États-Unis? Oui, c'est ce que fait d'ailleurs, je viens d'y penser, Choose France, de notre cher président. C'est quand même de montrer aux investisseurs, alors du monde entier, français aussi, que choisir la France comme pays d'investissement est un bon choix par rapport à d'autres régions du monde. C'est vrai que la France n'a pas jusque-là toujours eu l'image d'un pays où la fiscalité est attractive. Et c'est vrai que là aussi, moi j'ai encore beaucoup de familles en Pologne. Quand je leur dis venez travailler en France, ils vont tendance à dire non, je préfère l'Allemagne, je préfère la Grande-Bretagne, les États-Unis parce qu'à salaire équivalent, il va m'en rester plus, certes. Mais il y a d'autres. Mais on mange moins bien quand même. Voilà, on mange moins bien, là on est moins bien soigné, et les écoles coûtent un peu plus cher quand on a des enfants. Voilà, il y a quand même beaucoup de. Le système magique n'existe pas, je veux dire. Voilà, et je pense que la France a son système social, son système
d'attractivité, de qualité de vie à mettre en avant que d'autres pays ne sont aujourd'hui, en tout cas, pas capables de mettre en place. Oui, la question de l'attractivité, bah, pour le coup, là, je change un peu de casquette. C'est aussi des missions centrales du ministère qui est le mien, hein, de rendre justement la France, sa capacité d'innovation, sa capacité d'attractivité vraiment visible partout dans le monde. Et puis, c'est aussi l'occasion d'être justement en relation très régulière avec nos homologues un peu partout dans le monde, et en Europe en particulier. La semaine dernière, on a échangé avec nos homologues allemands. Et c'est vrai qu'on a des problématiques similaires sur le domaine du numérique public, et de capacité à recruter, d'attractivité. Et ce qui ressort de ces échanges, c'est que on peut toujours mieux faire, il y aurait beaucoup à investir, mais on n'est pas si mal loti, on a des atouts à faire valoir, donc c'est sûr qu'on peut se concentrer sur là où on a des axes d'amélioration, mais soyons aussi fiers de ce qu'on a proposé. Je pense qu'il y a un réel potentiel d'attractivité qu'on connaît, qu'on doit cultiver. Complètement. C'est vrai que la France a plusieurs atouts. On dispose quand même d'une infrastructure numérique très très solide. Voilà, c'est vrai qu'en termes de connectivité et de réseau, on n'est pas trop mal. On a vraiment des installations technologiques de pointe, et c'est vrai qu'il faut le souligner. Également, on met vraiment en place de l'innovation dans différents secteurs, notamment le secteur du médical, mais également l'éducation, la mode, les transports. Donc vraiment, on n'hésite pas vraiment à innover, à mettre vraiment énormément d'investissements dans ces secteurs qui peuvent être très porteurs pour l'avenir. Et puis, il y a tout à fait cet aspect-là. Et puis, d'autres leviers qui sont ceux que j'évoquais déjà auparavant. C'est qu'on a aujourd'hui, en plus, des donneurs d'ordre qui sont dans la sphère publique, qui font le choix d'aller rechercher des solutions françaises, des acteurs français, et de tirer l'émergence de solutions, de réponses à des besoins dans cet écosystème-là, dans une logique de partenariat, pas forcément par de l'investissement direct, mais en tout cas en étant prescripteur et consommateur des solutions qui, on le voit, construisent ensuite un potentiel de rayonnement vers d'autres marchés, particulièrement à l'échelle européenne, mais aussi au travers du monde. Et puis en effet, Vivatech, quoi. Qui aurait pu croire il y a 5 ans que Vivatech allait déplacer le CES, quoi. Qui aurait pu croire qu'Elon Musk ou équivalent allait venir pour présenter différents sujets, etc. Et c'est vrai que ça montre quand même que le travail de fond qui est fait par tous les acteurs est payant, parce qu'à un moment donné, ça se fait pas tout seul, hein. Il suffit pas de dire regardez, à Vivatech, venez, on va devenir le premier salon CES. Qui connaît CES? Personne. Donc non, ça montre que tout le travail de fond, c'est que la partie émergée de l'iceberg, hein, le résultat de Vivatech, mais ça montre que l'attractivité est là, et notamment l'attractivité de Paris, puisque ça se passe bien à Paris et pas à Toulouse ni à Lyon. Donc, mais du coup, ça se passe à Paris, voilà. Et est-ce qu'au final, ça impacte, en plus de montrer que Paris a du potentiel, est-ce que ça impacte pas aussi directement sa soft power en montrant des grands noms américains qui viennent et qui potentiellement veulent investir en France? Est-ce que ça impacte pas énormément la soft power parisienne, du coup? Je pense que clairement si, hein. Je suis pas expert du sujet, mais bon, quand on a des grands noms comme Elon Musk qui viennent et qui réfléchissent à investir, alors en France en l'occurrence, mais à investir des grandes usines. Il y a aussi dernièrement, là, je pense, une des plus grosses levées avec une usine de batterie qui est, je sais plus où, mais bon, on va dire pas très loin de Paris. non, mais voilà, c'est sûr que tout ça donne envie. Il y a aussi un effet boule de neige, c'est-à-dire qu'il y a les premiers qui arrivent, et vu que pour les premiers ça marche bien, il y a les suivants qui se disent je vais y aller aussi, et ça peut en effet déclencher, pourquoi pas, non seulement une domination européenne, mais pourquoi pas mondiale de Paris à terme dans la tech. On a du chemin à faire encore, mais ça peut être une ouverture. Le début du chemin. Oui, complètement. Voilà. Ça donne tout simplement envie d'investir en France, d'investir sur Paris, cette ville-là qui attire énormément d'investissements étrangers. Voilà, c'est vrai qu'il y a énormément de choses à faire sur Paris, donc je pense que ça peut être c'est pour ça que les mentalités aux États-Unis, justement, sont en train de changer. Ils sont en train de se rendre compte que la France peut devenir un vrai sujet, et notamment Paris, une vraie capitale européenne de la technologie, tout simplement.
Puis on peut parler aussi de tout ce qui est institut de recherche, notamment Paris-Saclay, le CEA. Les universités françaises ne sont pas toujours, entre guillemets, les mieux classées dans les classements officiels mondiaux. Mais bon, après, les classements ont aussi leur parti pris. Le nombre de publications, par exemple, bon, c'est pas toujours le plus cohérent. Mais on a un vrai centre de recherche sur Paris. Et là aussi, hein, ces acteurs-là, nous, chez Web3, on a travaillé pour le CEA pour des projets passionnants. On a l'occasion de collaborer avec des universités parce que cette demande d'innovation, et on en revient un peu au premier sujet, c'est que cette demande d'innovation dans la tech, c'est besoin de former des ingénieurs, des doctorants, des chercheurs pour créer ensuite des startups ou aider des grands groupes, des ministères à avoir une avance technologique par rapport à d'autres pays du monde. Elle est là, elle est enclenchée et il faut continuer à la soutenir. Du coup, vous formez des bons profils, mais est-ce que après les profils restent en France? Est-ce qu'ils restent sur Paris ou est-ce qu'ils vont chercher ailleurs? Je prends l'exemple notamment d'il y a quelques années, il y a je crois, bien 10 ans, de Docker, qui est un ancien étudiant d'Epitech, une école française, qui a tenté en France, qui n'a pas réussi et qui du coup est parti aux États-Unis et qui a réussi. Est-ce que maintenant ça a changé cette mentalité? Est-ce que les étudiants qui sont formés, qui ont des bons profils, préfèrent rester en France que de partir? Ça dépend de beaucoup de facteurs. C'est vrai qu'il y a des facteurs personnels qui rentrent en compte et bien entendu professionnels. Ça dépend de chacun. C'est vrai que certaines personnes vont vouloir vraiment rejoindre un projet grandissant, vont vouloir justement innover, tenter des nouvelles choses. Et c'est vrai que peut-être en France, ce n'est pas possible. Du coup, ils ont préféré partir comme Docker, tout simplement. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a quand même de plus en plus de changements sur la question. Il y a de plus en plus d'ouverture d'esprit sur Paris. Donc l'idée après, ça va être aussi en termes de projets, mais aussi également de conditions de travail qui vont entrer en jeu, la flexibilité, tous ces sujets-là qui vont être importants pour eux. Le salaire aussi qui rentre en compte, toutes ces réglementations en France qui sont peut-être plus strictes que dans d'autres pays. C'est beaucoup de paramètres en fait qu'ils doivent prendre en compte avant de se lancer. Donc voilà, c'est vrai que la fiscalité en France est très élevée, peut-être que comparé à d'autres pays. Donc c'est vrai que ce n'est pas forcément tout le temps évident de pouvoir se lancer comme ça, même s'il y a de plus en plus d'initiatives qui sont mises en place pour justement aider ces gens-là à se développer. Ouais, en même temps, je pense qu'on assiste quand même dans l'écosystème numérique américain à un durcissement, on va dire, des conditions de vie au travail. Je me souviens j'ai pas mal de camarades qui sont partis dans la Silicon Valley, c'était des conditions de travail mirifiques. Aujourd'hui, ils sont tous revenus en France, en fait, pour la plupart. Tous ceux que je connais sont revenus en France pour des questions de qualité de vie, pour des questions aussi de qualité de vie au travail, parce que les conditions qu'on peut se représenter sont aujourd'hui, il y a quand même un reflux, on va dire, de l'investissement dans la qualité de vie au travail, et c'est quelque chose qu'on trouve, par contre, sur l'écosystème parisien. Je pense que, on va dire, notre attention aux questions sociales, il y est aussi pour quelque chose, donc ça peut avoir des rigidités, ça peut avoir des lourdeurs, mais c'est aussi un facteur de bien-être au travail. Et je pense qu'on a aussi une carte à jouer, et il va falloir l'investir encore plus. Moi, en tant qu'employeur, c'est un véritable défi, mais on est dans une place de l'emploi numérique qui aussi se préoccupe, et devrait encore plus se préoccuper d'inclusion, d'y accueillir toute la diversité des talents possibles. Je pense en particulier à la féminisation du numérique. On a parlé de tout l'écosystème de formation. On sait aujourd'hui la difficulté pour les jeunes femmes, les freins qu'il peut y avoir à se lancer dans des carrières numériques, mais je pense qu'on a tous une responsabilité collective pour dire que c'est possible, c'est souhaitable, et qu'on a besoin de cette diversité-là. Heureusement, nous sommes là, et de plus en plus nombreuses, mais c'est une dynamique qu'il va falloir accentuer, ne serait-ce que déjà, parce qu'on a besoin de talent, on a besoin de têtes bien faites, et quelle que soit l'origine, le genre, tout le monde a sa place pour apporter dans l'écosystème et dans l'environnement du numérique. Oui, tout à fait. Pour l'attractivité de la France, sur les 500-600 personnes qui ont été chez Web3, je pense qu'il y en a environ 3 qui sont partis à l'étranger, dont un qui est revenu. Donc voilà, donc la stat, elle est là. Pour Paris, on pense toujours à
à ce phénomène qu'au bout d'un moment, tout le monde part de Paris et va vivre en province, en France. C'est là aussi, je pense que sur les 250 Parisiens qu'on a embauchés, il y en a peut-être une dizaine qui sont effectivement partis en province. Mais en effet, sur la partie de la féminisation, notamment de la tech, alors nous, on l'a particulièrement vu parce que donc, on a été créé il y a environ 10 ans, genre il y a une dizaine d'années. Et je pense que l'effectif féminin parmi les développeuses, donc développeurs, représentait peut-être 5%. Et aujourd'hui, on arrive à être à 30%, ce qui est bien mieux. Encore une fois, on a évidemment accentué nos recrutements aussi. On s'est dit, bon, comment on fait pour attirer des femmes pour leur offrir de meilleures conditions de travail. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi plus de femmes qui sont sorties de formation tech, qui sont aptes, qui ont largement les compétences pour être de très très bonnes développeuses. Et aujourd'hui, elles rayonnent chez nos clients, elles rayonnent sur nos projets. Et voilà, et évidemment, l'objectif, c'est d'être à 50%. Donc on va y aller, on va y arriver. Et encore un peu d'effort, mais c'est bien parti. Je rejoins totalement ce qu'il vient de dire. C'est vrai que depuis quelques années, on voit vraiment une augmentation du nombre tout simplement de personnes féminines qui souhaitent rentrer dans le monde de la tech. Pour moi, c'est nécessaire d'avoir un vrai équilibre dans cet écosystème. C'est très très bien justement que davantage de femmes se tournent justement vers ce modèle-là et vers ce domaine-là pour justement apporter un petit peu ses connaissances. C'est toujours bien d'avoir deux points de vue différents. Tout le monde est égaux, il faut bien le souligner. Donc c'est important que justement ce chiffre se voit en augmentation. Et puis dans une période où on voit émerger les technos, mais aussi la réflexion autour de ce que peuvent produire les moteurs d'intelligence artificielle dans la reproduction de biais, dans une forme de discrimination impensée, justement la diversité des profils qui contribuent à l'élaboration de ces outils, c'est aussi un gage justement de pouvoir s'affranchir de biais qui sont inhérents à la sociologie des acteurs du numérique. Plus on aura de diversité, plus on aura des profils différents, des origines différentes, des cultures différentes qui pourront contribuer, plus on aura des outils et des solutions qui seront inclusives et qui pourront s'adapter à la totalité du public et ne pas laisser une partie des utilisateurs sur le bord du chemin. Juste de terminer, mais c'est vrai que la diversité fait la créativité. Bien dit. Vous parliez de l'IA il y a quelques secondes. Il y a eu AI Pulse il y a quelques mois ici pour montrer justement l'influence que peut avoir Paris et Station F sur l'IA en Europe, notamment aussi avec l'investissement de Xavier Niel dans QTI, si je ne me trompe pas. Est-ce qu'on peut dire que du coup Paris veut se lancer comme le nouveau hub AI européen où il y a pas mal de concurrence encore au niveau européen? Alors, on veut se lancer comme le hub, c'est sûr. Tout le monde veut le faire. Comme on le disait depuis le début, on a un écosystème qui est prêt. Genre qui est au moins, les écoles sont là, les talents sont là, l'accompagnement des talents, donc les incubateurs, les grands groupes, le gouvernement sont là aussi pour... tout est prêt pour être capable de lancer des leaders nationaux déjà, puis européens de l'IA et on l'espère tous mondiaux parce que c'est vrai qu'aujourd'hui... tant dans le cloud que dans la data, que sur toutes ces technos de pointe-là, c'est surtout les Américains qui sont toujours devant. Voilà, mais comme je le disais tout à l'heure, il y a quand même des petits domaines où on est en avance face à eux. Par exemple, encore une fois, je vais les reciter Ledger. Ils sont largement devant tous les autres concurrents mondiaux. Et pourquoi pas le faire aussi dans l'IA. Oui, je dirais même, vu de ma fenêtre, c'est une nécessité absolue qu'on ait un écosystème florissant qui se saisisse, qui investisse pleinement ce champ-là, parce que nous, on n'a pas le choix, en fait. Aujourd'hui, effectivement, la plupart des acteurs sont des acteurs américains, mais vu la sensibilité des informations qu'on manipule, il n'est pas envisageable pour nous de mettre toute notre connaissance, toute notre information, toute l'intelligence d'une organisation comme le ministère des Affaires étrangères dans les mains d'un acteur américain. La diplomatie, c'est aussi un jeu d'influence à l'échelle mondiale, donc bien évidemment, on n'a pas d'autre choix que d'encourager et d'accompagner l'émergence de solutions, de propositions, de start-up qui soient françaises, qui soient, on va dire, souveraines et avec lesquelles on peut nouer des partenariats dans la durée. Donc pour nous, c'est une nécessité absolue.
Complètement. Nous sommes tous conscients que l'intelligence artificielle est un sujet qui est porteur et un sujet d'avenir. La France met en place de plus en plus d'initiatives, avec notamment le plan France 2030, pour justement soutenir cet aspect-là et justement faire en sorte que nous focalisons davantage sur ces domaines qui sont très porteurs, que ce soit l'intelligence artificielle, mais également la cybersécurité ou également l'IoT. Il y a de plus en plus, on va dire, de stratégies nationales qui sont mises en place justement pour qu'on se tourne vers ce type de domaine-là et qu'on puisse tout simplement être de plus en plus présent là-dessus. Du coup, je pense qu'on va pouvoir conclure. Du coup, pour conclure, je vais vous demander, selon vous, comment se positionne, du coup, finalement, après tout ce qu'on a pu dire, votre ressenti, comment se positionne Paris par rapport aux autres grandes villes européennes telles que Londres, Berlin ou Stockholm? Au top. Bah, évidemment, Paris au top. Non, mais c'est vrai que voilà, évidemment, on est là parce qu'on fait partie de cet écosystème et évidemment, on est très content qu'il soit florissant et ça nous donne tous beaucoup d'opportunités. Donc, surtout, tous ceux qui sont là, restez à Paris. Hein, allez pas à Stockholm, Amsterdam ou Londres, hein, ou je ne sais où. Mais il y a aussi des challenges. Voilà, il y a des challenges d'attractivité, donc fiscale, on a parlé. Hein, il y a d'autres pays quand même qui ont des règles fiscales peut-être un peu plus souples. Il faut en permanence travailler sur la communication, sur l'innovation. Et en effet, on ne peut pas se permettre d'avoir toutes les innovations clés de la tech qui se passent aux États-Unis. C'est pas possible. Il nous faut du cloud local, genre français ou européen. Il nous faut de l'IA européenne. Et il nous faut des infrastructures, des gouvernements, mais comme je le disais aussi, des grands groupes institutions, des grands groupes d'investissement qui investissent en France avec des startups en France. Voilà. Donc typiquement Docker, il faut que des boîtes comme ça puissent rester en France. Oui, on vous encourage à rester, mais n'ayez pas peur aussi d'aller découvrir le monde. Hein. On est aussi dans le ministère du rayonnement et de la curiosité de l'autre. Mais moi, je ne suis pas inquiète parce que je pense qu'on peut, comme je vous dis, je connais des gens qui sont partis et la plupart reviennent. Donc je pense qu'on peut aussi être serein. À partir du moment où on continue à investir pour que les talents du numérique les talents de la tech trouvent à s'épanouir ici à Paris, on s'enrichira, je pense, de ces échanges et on peut continuer à être au top, effectivement. Complètement. Hein. L'idée, c'est vrai que c'est de faire en sorte que Paris devienne tout simplement la première ville européenne de la technologie. Aujourd'hui, on se situe au 2e rang derrière Londres. On est vraiment un petit peu en kiff-kiff avec Berlin, Stockholm, ces villes européennes qui sont très présentes aussi. C'est vrai qu'en France, on a peut-être certaines complications dues déjà à la barrière de la langue, qui n'est pas forcément un avantage pour nous. C'est vrai qu'aujourd'hui, la langue un petit peu commune, c'est plus l'anglais. On a quelques barrières à ce sujet-là, mais on reste, on va dire, avec une ville qui est très attractive, notamment due à sa qualité de vie, mais également plein d'autres aspects. Donc n'hésitez pas à rester là. Mais voilà, comme l'a dit Virginie, n'hésitez pas un petit peu aussi à découvrir le monde. C'est toujours bien pour s'ouvrir et puis voir de nouveaux horizons et puis aussi étoffer votre point de vue. Et après, n'hésitez pas à revenir là. On vous attend en tout cas. Merci pour votre conclusion. On va passer aux questions. N'hésitez pas à lever la main si vous avez des questions à poser. Je pense que vous avez été très complet. Merci à vous, merci au public. Puis je vous souhaite à tous une très bonne soirée.